Nous formons la prochaine génération pour relever les défis stratégiques de demain. Nous sommes dédiés à comprendre pour mieux agir. Alors, bonjour à toutes et à tous. Re-bienvenue à cette conférence sur l'éventualité d'une guerre pour Taïwan, qui est organisée par le réseau d'analyse stratégique, dont je suis le co-directeur, Justin Massy, professeur de sciences politiques à l'UQAM. On arrive à la fin de cette conférence qui s'est étalée sur 2 jours avec le dernier panel, probablement le meilleur panel d'une excellente conférence des dernières journées, qui réunit nos chercheurs émergents au réseau d'analyse stratégique. C'est quelque chose sur lequel on tient énormément de former la relève sur les questions de sécurité et de défense au Canada. On a le plaisir d'avoir 4 chercheurs émergents ici aujourd'hui qui vont venir nous présenter leurs recherches qui tournent autour de la question de la compétition entre les grandes puissances. Nous allons avoir aujourd'hui dans l'ordre Maxence Fortier, qui est candidat à la maîtrise à l'Université du Québec à Montréal, Rémi Carugati, qui a complété sa maîtrise à l'Université Laval ou en cours de la complétion cet été. Camille Raymond aussi, qui est en cours de compléter son mémoire de maîtrise à l'Université du Québec à Montréal. Et Émile Lambert-Deslandes, qui a amorcé à l'automne son doctorat à l'Université Queen's University à Kingston. Je vais vous donner environ 15 minutes pour faire votre présentation, à la suite de quoi j'aurai des commentaires et on pourra prendre les questions aussi et les commentaires de la salle virtuelle et en personne. On va procéder dans l'ordre du programme. Donc, Maxandre, à toi la parole maintenant. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci, Justin, d'organiser un panel émergent. Merci au réseau aussi d'offrir l'opportunité à la relève de prendre part à des activités scientifiques. Aujourd'hui, je vais rester collé au thème du panel et je vais vous parler en fait du phénomène de la perte des alliés diplomatiques par Taïwan. Le choix du sujet est motivé par deux aspects. Premièrement, comme Cléo Pascal l'a bien mentionné hier, le but de la Chine, c'est en quelque sorte d'asphyxier Taïwan et de forcer l'île ou le gouvernement de l'île à négocier une réunification plutôt que d'entrer dans un conflit ouvert. Et c'est un des moyens qui est utilisé par la Chine, donc isoler l'île au niveau diplomatique. L'autre motivateur de mon sujet, c'est en fait, je pense que le Canada a pourrait jouer un rôle pour freiner ce phénomène-là et peut-être, espérons-le, aider à prévenir un conflit ou à prévenir l'isolation de Taïwan. Donc, pour comprendre pourquoi Taïwan perd ses alliés diplomatiques, je pense qu'il faut revenir au statut particulier que l'île a. Jusqu'en 1949, Taïwan faisait partie de la République de Chine. À la fin de la guerre civile, Chiang Kai-shek, qui était à la tête de la Chine nationaliste, perd face à Mao et se réfugie avec environ 2 millions de personnes sur l'île de Taïwan. Et à partir de là, donc, il y a une confrontation à savoir qui est le représentant véridique de ce qu'on appelle la Chine. Donc, de part et d'autre du détroit, Chiang Kai-shek et Mao se voient comme les légitimes, en fait, gouverneurs de ce qu'est la Chine. Jusqu'aux les années 70, en fait, Taïwan détenait le siège de la Chine aux Nations unies. Mais bien avant déjà, certains pays décident de reconnaître la Chine communiste, comme la Grande-Bretagne qui l'a fait en 1950. Le Canada l'a fait dans les années 70, donc suite à la résolution de l'ONU, où l'Assemblée générale, a voté pour que la Chine communiste prenne le siège de Taïwan. Puis à partir de ce moment-là, Taïwan connaît une perte extrêmement rapide, en fait, de ses alliés diplomatiques. Donc, environ 75 États ont changé d'allégeance entre 1971 et 2020. Puis, en fait, la raison qui explique ça, c'est le principe d'une seule Chine, en fait, puisqu'il n'y aurait qu'un ensemble qui s'appelle la Chine, le continent et Taïwan, il ne peut avoir qu'un seul siège pour la Chine. Donc, avec la démocratisation de Taïwan, on assiste à un changement à ce niveau-là, qui est très présent aujourd'hui aussi. Le Parti progressiste démocrate à Taïwan, qui est en ce moment au pouvoir, s'éloigne de cette posture-là et ne revendique de moins en moins le nom de République de Chine au profit du nom de Taïwan pour se distancer de cette réclamation historique qu'ils auraient sur le continent. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle, depuis quelques années, en fait depuis 2016, et la prise de pouvoir de la présidente Tsai,
la Chine a redoublé d'efforts et d'agressivité. Donc, entre 2008 et 2016, avec le président Ma qui était plus ou moins pro-Chine, ce serait fort, mais qui cherchait à se rapprocher de la Chine par différents accords sur le tourisme, sur l'investissement. Et on voyait à Beijing une ouverture pour peut-être un pathway pour la réunification à terme qui serait pacifique. Donc, avec Tsai, qui dit que Taïwan est de facto indépendante, là, on se remet à chercher à voler, si on veut, les alliés diplomatiques. L'effet que ça a, donc, dans la politique internationale, c'est de créer, je pense, une déstabilisation, un risque grandissant, parce que moins les alliés sont nombreux, plus la tension va être vive, la pression va être forte sur Taïwan pour conserver ces alliés-là. Donc, récemment, aux îles Salomon, on en a parlé hier, il y a eu des émeutes qui ont éclaté en 2019. Donc, la tension locale entre les dirigeants politiques, les enjeux locaux sont plaqués sur la tension entre la Chine et Taïwan. Au Nicaragua et au Honduras l'an dernier aussi, on a vu les États-Unis chercher à s'immiscer dans les élections présidentielles parce que de part et d'autre, les principaux intéressés pour être candidats à la présidence supportaient soit Taïwan, soit la Chine. Donc, il y a des questions importantes à se poser, je pense, pour le Canada et les puissances occidentales. Si on veut aider Taïwan à conserver des alliés diplomatiques, comment le faire de manière à ne pas soutenir des oligarchies ou des kleptocraties sous prétexte d'aider la démocratie taïwanaise. Donc, ça, c'est un enjeu sensible puis délicat aussi parce qu'on veut aider Taïwan à conserver l'apparat d'un État. Donc, d'après la Convention de Montevideo, l'un des 4 facteurs importants pour parler d'un État, c'est d'être capable d'entrer en relation officielle avec d'autres États. Donc, Taïwan, en ce moment, a 14 alliés diplomatiques, principalement des petits pays d'Océanie, d'Amérique du Sud et d'Afrique. Et on sent que Beijing sort le chéquier, la diplomatie du chéquier, pour faire tout ce qui est dans son pouvoir, en fait, pour aller voler des alliés à Taïwan. Donc, la reconnaissance diplomatique est importante parce que c'est un des gages du rôle de l'État, mais aussi parce que Taïwan, ne faisant pas partie de la famille des Nations unies, ne peut pas s'exprimer à la communauté internationale, si on veut, dans les principaux forums, les principales agences spécialisées. Elle fait partie de certaines organisations comme l'organisation olympique, par exemple, mais même dans des forums techniques comme l'Aviation civile internationale, l'Organisation mondiale de la santé, elle a déjà eu le droit d'être observatrice quand la Chine l'acceptait, mais depuis que la présidente Tsai est au pouvoir, c'est un non catégorique. Donc, des pays comme Sainte-Lucie, par exemple, un des derniers alliés diplomatiques, prend la parole au nom de Taïwan dans ces forums-là. Donc, ça, c'est une autre importance, tant qu'à moi, parce que Taïwan a quelque chose à apporter aux forums internationaux puis aux enjeux techniques, si on veut, que ce soit en aviation ou à l'égard de la santé. Là. On a vu leur réponse était excellente face à la pandémie de la COVID-19, donc ils ont quelque chose à apporter. Je pense que c'est là que le Canada devrait mettre une partie importante de sa pression s'il souhaite faire une telle chose, faire une coalition. On a vu des mémos, des déclarations publiques de la part du Canada à cet effet-là dans les dernières années, mais par exemple, se liguer avec d'autres puissances moyennes, d'autres démocraties pour assurer une présence de Taïwan sous le prétexte un prétexte fonctionnaliste, si on veut. Donc, Taïwan a quelque chose d'important à amener à ces organisations-là. Et c'est dans l'intérêt du Canada d'avoir une autre démocratie libérale à ces forums-là afin de faire avancer des intérêts communs. Donc, il n'y a pas de doute. Autrement, le Canada pourrait et devrait essayer de convaincre les autres pays membres du partenariat transpacifique d'accepter Taïwan. Donc, Taïwan a appliqué officiellement pour faire partie du partenariat. Ce serait un bon moyen de mettre en contact Taïwan et les autres États qui commercent en Indo-Pacifique, mais aussi d'augmenter les coûts possibles si la Chine venait à attaquer Taïwan ou à commettre des actions, par exemple un blocus militaire. Donc, l'ensemble des pays de la région Indo-Pacifique auraient un intérêt à répondre à la Chine activement. Et pour le Canada, on a calculé récemment en 2019, l'Institut canadien des relations internationales, il me semble, à Calgary, estimant $1 milliard, en fait,
le bénéfice que le Canada pourrait retirer d'une présence taïwanaise dans le partenariat transpacifique. Donc, il y a un réel bénéfice pour le Canada en termes de valeur et en termes d'intérêt matériel. Finalement, je pense que d'un point de vue symbolique, le Canada devrait recommencer à faire des visites de ministres à Taïwan. On l'a dit hier, la dernière fois en fait qu'un ministre canadien a été présent sur l'île de Taïwan, c'est en 1998. Donc, il serait peut-être temps aussi d'envoyer des ministres, de montrer que le Canada s'inquiète de la situation plus que par les mots et montrer son soutien avant que la tension devienne trop grande. Donc, voilà. Merci beaucoup, Maxandre. Merci beaucoup, Maxandre, pour cette présentation. On va maintenant passer à la présentation de Rémi Carugati. C'est un plaisir d'être ici, de pouvoir intervenir dans cette conférence. Je remercie le réseau d'analyse stratégique pour cette opportunité de pouvoir partager quelques réflexions. Réflexions qui porteront sur le sujet de cette conférence, et je vais essayer de faire une synthèse analytique qui passera dans un premier temps par la présentation des facteurs qui encouragent l'utilisation de la force par la Chine contre Taïwan, ainsi que les facteurs qui, au contraire, inhibent l'utilisation de la force. À partir de la situation que je m'apprête à présenter, je vais essayer de répondre à la question « Que faire ?» et pour cela, je m'attarderai sur 3 stratégies, la dissuasion, le grand accord, so the grand bargain, et le repli, the retrenchment. Donc, pour commencer avec les facteurs propices à l'utilisation de la force, il convient premièrement de remarquer la pression grandissante qui est celle de la Chine contre l'inclusion de Taïwan dans des accords commerciaux, dans des organisations internationales, mais également de manière plus générale par rapport au fait de nouer des liens pour Taïwan avec d'autres États. On observe également une violation de plus en plus importante de la zone d'identification aérienne de Taïwan, alors que de manière parallèle, il y a une solidification de l'identité politique de Taïwan, toujours distincte de la Chine continentale, avec des liens également entre les États-Unis et Taïwan qui sont toujours plus étroits. Donc, autant de signes inquiétants qui nous font dire que la décennie en cours sera critique et décisive pour la question taïwanaise. Un autre facteur très important est la modernisation des forces armées chinoises qui a réalisé des progrès absolument majeurs en matière d'opérations de combat conjointes avec une très bonne coordination des forces aériennes, terrestres, maritimes, de fusées et de soutien stratégique, donc c'est-à-dire les forces spatiales, cybernétiques, informationnelles et de guerre électronique. À titre d'exemple, c'est 3 000 milliards de dollars qui ont été dépensés par la Chine dans les 3 dernières décennies pour moderniser son armée, avec des progrès majeurs réalisés, comme je le disais, mais également de l'acquisition de matériel très performant qui a permis de modifier sensiblement l'équilibre des pouvoirs dans la région, même si, il est vrai, les États-Unis demeurent prépondérants en matière de capacité de combat. Ceci dit, il y a une modification de l'équilibre des pouvoirs, particulièrement vis-à-vis de Taïwan, et c'est pour cela qu'on observe dans le Parti communiste chinois une certaine confiance élevée, du Parti communiste chinois dans ses forces armées à mener à bien une attaque contre Taïwan, peut-être pas une invasion amphibie, tout du moins peut-être une campagne de bombardement ou d'autres actions similaires, particulièrement dans la mesure où les troupes taïwanaises souffrent de problèmes organisationnels, elles sont également mal équipées et en sous-effectif. À cette confiance élevée du parti s'ajoute un sentiment d'urgence qui est lié à la perception, comme on l'a évoqué à travers cette conférence, qu'une fenêtre d'opportunité est en train de se refermer. Alors, fenêtre d'opportunité, je m'explique, plus le temps passe, plus les liens entre les États-Unis et Taïwan se resserrent, plus le temps passe, plus le matériel américain qui est déployé dans la région vieillit. On sait à ce sujet qu'en 2030, une bonne partie de ce matériel sera changée. Et enfin, la stratégie de containment des États-Unis va bien entendu s'intensifier avec le temps. Autant de facteurs qui nous font dire que l'environnement opérationnel des États-Unis sera bien plus complexe après 2030 qu'il ne l'est actuellement. Et donc, si la Chine doit utiliser la force, il semblerait que la décennie actuelle soit propice à cela. Situation donc très volatile qu'il convient néanmoins de nuancer à travers la prise en compte d'autres facteurs qui inhibent
l'utilisation de la force. Je commencerai par parler de la géographie de Taïwan. C'est une île, on le sait tous, mais c'est une île qui compte seulement 14 plages, qui sont propices à une invasion amphibie. On pourrait aussi évoquer le terrain très montagneux de Taïwan et les nombreuses vagues et typhons qui sont très présentes dans le détroit de Taïwan. Ensuite, il faut parler de stratégie. Donc, depuis 2017, Taïwan met en place la stratégie du port épique, qui consiste, comme on l'a mentionné également à plusieurs reprises lors de cette conférence, à accumuler des armes asymétriques, des drones, des mines marines, des systèmes portatifs de défense aérienne et d'autres matériels similaires, de telle manière à transformer Taïwan en véritable forteresse. Forteresse qu'il serait bien entendu très compliqué de prendre pour la Chine, même si, il est vrai, comme je le mentionnais, la Chine a fait de réels progrès militaires. Elle est loin d'être prête, la Chine, à mener à bien une invasion amphibie. Un autre facteur qui me semble très important, un autre facteur qui inhibe ou qui limite l'attractivité du recours à la force, eh bien, ce facteur, c'est le facteur technologique. On le sait, la Chine est dépendante des importations de semi-conducteurs en provenance de Taïwan, notamment pour les semi-conducteurs les plus avancés. Or, en cas de guerre, il y aurait probablement une destruction ou tout du moins des dommages conséquents causés aux usines qui fabriquent ces semi-conducteurs avec une rupture des chaînes d'approvisionnement et en bout de course potentiellement des pénuries de marché, ce qui compliquerait considérablement la menée à bien des programmes de développement de la Chine, que ce soit Made in China 2025, the BRI Digital Silk Road ou d'autres programmes similaires qui, quand on les ajoute les uns avec les autres, doivent permettre le grand renouveau chinois, the Chinese Great Rejuvenation, en 2049, renouveau qui serait compliqué sans cette technologie précieuse. Ensuite, on pourrait évoquer des sanctions internationales qui seraient vraisemblablement prises par différents pays. On pourrait bien entendu parler aussi de la suspension des liens commerciaux, notamment entre la Chine et ses partenaires occidentaux. Or, ce sont précisément ces liens commerciaux qui sont à l'origine du succès économique fulgurant, enfin du développement économique fulgurant de la Chine. Donc, y renoncer pour Taïwan me semble extrêmement coûteux. On pourrait enfin mentionner l'isolement diplomatique qui serait celui de la Chine. On le sait, la Chine essaye actuellement de modifier les normes internationales, dans les normes dans les organisations internationales. Or, si on est isolé diplomatiquement, eh bien, c'est compliqué de faire une telle chose. J'allais oublier le plus important, l'intervention potentielle des États-Unis, qui est un facteur absolument majeur, intervention potentielle des États-Unis avec l'aide en plus relative d'alliés, le Japon, l'Australie, d'autres peut-être. Donc, autant de facteurs qui viennent limiter l'attractivité du recours à la force et qui, quand on les accumule, eh bien, on réalise qu'en cas d'échec d'une attaque de la Chine contre Taïwan, eh bien, c'est tout simplement la légitimité du parti qui est en jeu, avec eh bien, la sécurité du parti qui est à risque. Donc, je crois que l'on peut dire qu'après une analyse coût-bénéfice strictement rationnelle, les coûts d'une réunification forcée de Taïwan avec la Chine sont largement supérieurs aux gains espérés d'une telle conquête. Ceci dit, s'il suffisait de faire une analyse coût-bénéfice pour prédire l'avenir, ça se saurait. Et il arrive malheureusement que les États prennent, bien souvent même, des décisions irrationnelles. On a un exemple en 1941 avec l'attaque du Japon contre les États-Unis à Pearl Harbor. On a eu un autre exemple plus récent avec l'attaque de la Russie contre l'Ukraine qui, sur le papier, eh bien, ces deux événements ne valaient pas le coup et pourtant ils ont bien eu lieu. Cela m'amène à me poser la question suivante. À quoi pourrait donc ressembler la prochaine étape de la stratégie chinoise? Même si ce n'est pas forcément rationnel, à quoi cela pourrait ressembler si cela devait avoir lieu? Je dirais que la mesure pas la plus probable, mais une mesure probable serait une quarantaine. Cela consiste à contrôler l'espace aérien et maritime de Taïwan, sans nécessairement interférer avec ce qui entre et ce qui sort de Taïwan. Il s'agit simplement de faire la démonstration que l'on contrôle effectivement ces espaces. Cela s'inscrirait dans la continuité des mesures grises de la Chine, c'est-à-dire les mesures qui sont sous le seuil militaire. Ce serait l'option la moins coûteuse, mais cela ne briserait pas le moral de Taïwan et encore moins la volonté de résister et de maintenir son indépendance de facto. En revanche, cela donnerait du temps pour que les États-Unis et Taïwan se mobilisent, commencent à s'activer, ce qui eh bien, compliquerait l'environnement opérationnel futur de la Chine, ce qui serait très mauvais dans la mesure où simplement contrôler les espaces aériens de Taïwan et maritimes, cela serait loin de satisfaire l'appétit de la Chine.
Et maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur une leçon de la guerre en Ukraine. On en a évoqué plusieurs lors de cette conférence, mais j'en retiendrai une en particulier dans le cadre de cette intervention. Et cette leçon, c'est que le seuil militaire requis pour remplir un objectif politique par la force est très élevé. Et cela a été remarqué par un certain nombre d'analystes qui disent qu'un coup plus dur dès le départ est en fait préférable à une stratégie incrémentale. Et si la Chine tire effectivement cette leçon, alors un blocus couplé à un bombardement me semble tout à fait probable comme scénario d'utilisation de la force contre Taïwan, avec en plus l'envoi de forces spéciales pour neutraliser des personnalités politiques de premier plan, de telle manière à briser la volonté de Taïwan et imposer un fait accompli. Et si cela réussit et que Taïwan ne résiste pas, il serait alors très compliqué pour les États-Unis d'intervenir, car intervenir, mais pour faire quoi si l'entité qu'on est censé aider a déjà capitulé? Donc, à partir de cette situation, on peut se poser la question suivante: quelles sont les options des États-Unis face à cette situation? Alors, il y a 3 grandes options: la dissuasion, la grande négociation et le repli sur soi. Donc, concernant la dissuasion, on en a parlé également pendant cette conférence, on a principalement 2 types de dissuasion. La dissuasion par le déni, qui consiste à refuser à l'adversaire la capacité de réaliser des objectifs militaires en prenant des mesures dissuasives en amont, afin d'éviter toute erreur de calcul de la part de la Chine quant à ses chances de succès. Dans sa variante minimaliste, il s'agirait de conserver l'ambiguïté stratégique des États-Unis, mais d'augmenter considérablement les capacités de défense, notamment asymétriques, de Taïwan. Dans sa version maximaliste, certains préconisent d'abandonner l'ambiguïté stratégique à la faveur de la clarté stratégique. Donc, on en a également parlé. Cela consiste à spécifier les conditions d'intervention des États-Unis aux côtés de Taïwan en cas d'attaque. D'autres imaginent même un déploiement de troupes américaines sur une logique rotationnelle à Taïwan, de telle manière à ce que, en cas d'attaque, les Chinois se retrouvent face à des Américains, ce qui mécaniquement augmenterait considérablement le coût d'une telle action. Voilà pour la dissuasion par le déni. Maintenant, il convient de parler de la dissuasion par la punition. Donc là, il s'agit de menacer, d'imposer des rétributions sévères après qu'une attaque a eu lieu. Donc, on pourrait imaginer des menaces de sanctions économiques, des menaces de blocus énergétique sur Malacca, des menaces de restrictions aux exportations de technologies sensibles et même des menaces d'intervenir militairement. Néanmoins, on sait que cela n'a pas particulièrement bien réussi à dissuader la Russie. On se souvient de la rhétorique peut-être un peu grandiloquente de Washington avec « the mother of all sanctions », ces choses-là, bon, ça n'a pas trop bien marché. Et cela s'explique en grande partie car les objectifs politiques qui cumulent 2 facteurs qui sont présents en Ukraine pour la Russie et à Taïwan pour la Chine, qui cumulent donc 2 facteurs que sont le nationalisme et les peurs sécuritaires, ces objectifs politiques-là sont bien souvent supérieurs aux seules considérations économiques. Deuxième solution, et je passerai très vite, c'est le grand accord. Bon, là, ça consiste en gros à accommoder la Chine sur Taïwan, en échange de quoi la Chine nous accommoderait en mer de Chine méridionale et orientale. D'autres disent que les conditions n'existent plus pour un tel accord et qu'il convient tout simplement d'abandonner Taïwan et de se replier, et adviendra ce qu'adviendra. Donc, quelle est la meilleure solution? Alors, je dirais que cela dépend de ce que l'on veut accomplir. Si effectivement l'objectif cardinal est de maintenir l'indépendance de facto de Taïwan, alors la dissuasion par le déni me semble être la solution la plus appropriée dans la mesure où cela minimise les risques de guerre, minimise le plus les risques de guerre et mieux que la dissuasion par la punition. Du moins, c'est ce que nous dit la littérature scientifique sur le sujet. Je mettrai, ceci dit, un bémol, car la Chine est une puissance qui est bien plus réactive que proactive. Et c'est pour cela que la dissuasion par le déni dans sa variante minimaliste me semble préférable à sa variante maximaliste. Je le répète, adopter une clarté stratégique ou déployer des forces américaines à Taïwan serait une mauvaise idée selon moi, car cela engendrerait un passage à l'acte de la Chine qui se sentirait acculée. Pour conclure, alors qu'est-ce que font les États-Unis actuellement? Alors, ils partent avec un concept de Integrated Deterrence, donc dissuasion intégrée, qui vise à mettre en place une synergie entre les agences de renseignement, entre les agences américaines et les forces armées, les différentes forces armées américaines. Et cela consiste plus généralement à utiliser les différentes facettes du pouvoir américain, les capacités technologiques, économiques, juridiques, militaires, peu importe, toutes les facettes du pouvoir américain, avec en plus de cela une décentralisation de la dissuasion où
va donner un rôle important aux alliés et aux partenaires pour remplir des objectifs sécuritaires communs. D'aucuns diraient qu'en voulant tout faire, on ne fait rien. Et moi, je dirais simplement, et je finirai sur ça, qu'on peut s'interroger sur la soutenabilité dans le temps d'une telle stratégie, avec une polarisation interne des États-Unis extrêmement forte qui se répercute sur la stabilité de la politique étrangère de Washington. On pourrait aussi se questionner sur le coût d'une telle stratégie. Selon les prévisions, l'économie chinoise va dépasser l'économie américaine. Or, on sait qu'à l'époque de la guerre froide, les États-Unis ont vaincu l'URSS en raison de l'économie américaine qui était plus grande et plus sophistiquée que celle de l'URSS. Ce ne sera pas le cas vraisemblablement dans le futur par rapport à la Chine. Est-ce que cela est un obstacle majeur? On peut s'interroger. On pourrait ajouter également le fait qu'il y a 11 000 kilomètres qui séparent les côtes américaines de Taïwan, ce qui est non négligeable. Et enfin, la précarité d'une telle situation. Dissuader, oui, mais dissuader pour aller où? La situation peut casser et la dissuasion ne me semble pas être une fin en soi. Donc, je vous remercie et c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Rémi, pour cette présentation. On va maintenant passer à la présentation de Camille Raymond. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci tout particulièrement à Justin Massy et Maxime Fortier pour l'organisation de cet événement-là. Je pense que c'était très chouette de côtoyer des experts qui viennent de partout dans le monde, puis qui avaient tellement des perspectives intéressantes sur la fameuse question de la guerre pour Taïwan. Et moi, dans tout ça, je vais m'éloigner un peu du sujet. On va faire un détour par le Canada où je vais vous présenter les résultats préliminaires de mon mémoire de maîtrise. Et là, j'attends simplement que le PowerPoint fonctionne pour continuer ma présentation. Ça ne sera pas bien long. Donc, je vais vous présenter justement mon mémoire qui est vraiment l'impact de la transition de la puissance sur la politique de défense du Canada. Je vais quand même essayer de faire quelques liens à la fin de la présentation avec l'enjeu de Taïwan pour le Canada. Alors, petite mise en contexte, comme on l'a vu pendant ce super colloque, la question de Taïwan, elle est encore plus pertinente à l'aune de la guerre en Ukraine. Et j'ai l'impression que la guerre en Ukraine, depuis le 24 février 2022, ça a vraiment marqué une nouvelle ère dans la géopolitique des grandes puissances. On a souvent parlé d'une nouvelle ère. Ce n'est pas la première fois qu'on propose cette façon de dire les choses ou de dire qu'on est dans un nouvel ordre mondial ou quelque chose comme ça. Mais je pense que la guerre en Ukraine, elle a bouleversé non seulement le paysage sécuritaire de l'Europe, mais aussi les perceptions de la menace et les conceptions de la distribution de la puissance. Puis que ça a vraiment amené la perspective que le monde unipolaire, donc avec les États-Unis comme seul pôle de puissance, est vraiment derrière nous. Donc, l'invasion russe de l'Ukraine, ça a créé un peu, je pense, un momentum politique qui a enclenché une vague de revirements quand même spectaculaire pour certaines politiques de défense. Je pense notamment à la Finlande et la Suède qui se joigneront probablement à l'OTAN. Ça reste à voir. Et l'Allemagne qui a également effectué quand même un revirement de sa politique de défense des dernières décennies avec une augmentation de son budget de défense au-delà de 2% de son PIB et en exportant des armes aux forces ukrainiennes. Mais bon, malgré la guerre en Ukraine, ce n'est pas évidemment que la puissance russe qui inquiète les alliés de l'OTAN. En effet, le repositionnement en fait, des politiques de défense a débuté au regard du retour de la compétition de grandes puissances et de la montée de la Chine, bien avant la guerre en Ukraine. Puis, dès 2008, en fait, on a parlé avec la crise financière globalisée que vraiment, ça a mis à mal le moment unipolaire américain. Et puis que ces conséquences en fait, de la crise économique de 2008 ont permis à la Chine d'émerger en tant que nouvelle puissance et rivale principale des États-Unis. Et en 2008, en fait, c'est une année un peu de cassure qui est importante pour mon projet, vous allez le comprendre. L'année 2008, c'est aussi l'année où la Russie est revenue sur la scène des puissances révisionnistes en s'engageant en Géorgie dans une intervention militaire. Et c'était un signalement assez clair du revanchisme russe qui cherchait notamment à contrecarrer les plans d'expansion de l'OTAN.
Donc, dès lors, plusieurs pays s'adaptent à une potentielle transition de puissance, donc avec la Chine qui émerge et les États-Unis potentiellement en déclin. Et ça entraîne en fait des questionnements au sein des alliés des États-Unis qui ont souvent de toute façon choisi des voies différentes pour s'adapter aux transformations de l'ordre international. Et moi, ma question principale, en fait, c'est qu'est-ce que ça signifie pour une puissance secondaire comme le Canada, qui plus est un allié important des États-Unis. Parce que bien que la guerre en Ukraine, ça permette au Canada d'affirmer une position qui est plus claire envers la Russie, puis de pouvoir déterminer des perceptions claires d'une menace russe, mais ce n'est pas du tout le cas vis-à-vis de la Chine. Puis en fait, le Canada a toujours été assez vague par rapport à la Chine. Des fois, c'était une opportunité, des fois, on n'en parlait pas du tout. Et comme l'avance Kenneth Holland, la position du Canada à l'égard de la Chine par rapport à sa politique étrangère et son alliance avec les États-Unis, c'est vraiment la pièce maîtresse du dilemme de politique étrangère et de défense d'Ottawa des dernières années. Donc, ma question de recherche, c'est quel est l'impact de la transition mondiale de la puissance sur la politique de défense du Canada? Je vais vous épargner ma revue de la littérature qui survole les perceptions d'une transition de la puissance, les conséquences, les options stratégiques pour les puissances secondaires. Mais je pense que l'important à retenir, c'est que la transition de la puissance peut augmenter ou restreindre les choix stratégiques des États et que, tout dépendant de la lentille théorique choisie, mais que la transition de la puissance va quand même forcer les États à reconsidérer leurs choix stratégiques ou à mieux les définir. Donc, mon cas théorique se situe dans le réalisme néoclassique, qui est une théorie de la politique étrangère avant tout, et donc qui en fait la théorie la mieux adaptée pour encadrer mon mémoire. Le réalisme néoclassique, c'est une théorie de la politique étrangère qui évalue comment les pressions systémiques et sous-systémiques sont traduites par des variables intervenantes au niveau de l'État pour expliquer sa politique étrangère. Puis, en fait, on va voir que bien que des États peuvent avoir des positions similaires au sein du système international, souvent ces États-là vont avoir des adaptations vraiment différentes et particulières en raison de leurs caractéristiques internes. Puis, ces différences intérieures, puis les perceptions surtout de leurs décideurs vont leur permettre de prendre des moyens différents pour arriver finalement au même but de tous les États qui va être de s'adapter à la transition de la puissance en cours. Donc, le réalisme néoclassique, c'est le seul cas théorique qui est ouvert aussi aux différentes stratégies possibles pour les États parce qu'il ne prescrit pas une seule option pour les puissances secondaires en temps de transition de puissance. Donc, je pense que ça en fait vraiment la théorie la mieux adaptée pour mon mémoire. Et donc, ça m'amène à poser mes hypothèses. En fait, mon hypothèse principale, c'est que si le Canada perçoit une transition de la puissance, il va adopter une posture d'équilibrage externe contre les puissances révisionnistes et que selon la clarté perçue du système par les dirigeants canadiens, il y a deux sous-hypothèses qui en découlent. Donc, c'est face à la montée en puissance de la Russie, le Canada va adopter une stratégie d'équilibrage en étroite collaboration avec l'OTAN. Et face à la montée en puissance de la Chine, le Canada va adopter une stratégie d'équilibrage en étroite collaboration avec les États-Unis. Puis ces hypothèses, en fond, ça présume que la clarté du système international qui est perçue par les dirigeants politiques, plutôt que la distribution objective de la puissance, va structurer la politique de défense du Canada. Donc, même si certains affirment que le Canada devrait se contenter d'être un free rider de la puissance américaine, puisqu'il n'a rien à gagner à contribuer plus que nécessaire à la sécurité internationale, si un niveau de sécurité est lui déjà assuré par les États-Unis, la réalité pourrait être totalement différente. En percevant un environnement international plus menaçant, les dirigeants canadiens pourraient être enclins à approfondir la collaboration avec les États-Unis en adoptant une stratégie d'équilibrage contre les puissances révisionnistes. Par contre, la question demeure empiriquement ouverte. Si les tenants du free riding ont raison, on ne devrait pas voir de changements significatifs dans la politique de défense du Canada depuis le début de la transition mondiale de la puissance, donc depuis potentiellement 2008.
Et bon, la méthode choisie pour vérifier si la transition de puissance a un impact sur la politique de défense du Canada, c'est la comparaison de 2 périodes. Donc, la période qui correspond à un moment unipolaire, donc de 1994 à 2008, et la période actuelle qui bascule probablement vers la multipolarité, bipolarité à voir encore, de 2009 à 2022. Et bon, j'ai déjà expliqué l'importance de l'année 2008 comme année pivot avec la crise économique et financière globalisée, puis avec l'arrivée de la Russie sur la scène des puissances révisionnistes. Et donc voilà, pour évaluer tout ça, j'ai établi une stratégie de collecte de données qui suit le modèle établi par le réalisme néoclassique. Donc, on parle de stimuli systémiques qui vont être filtrés par des variables intervenantes qui, elles, vont impacter la politique étrangère des États. Puis 3 catégories d'indicateurs vont servir à comparer les 2 périodes temporelles. Donc, il s'agit premièrement des perceptions de la menace. Donc, je vais analyser la caractérisation des menaces dans les énoncés de défense, donc tous les énoncés de défense qui ont été produits de 1994 à aujourd'hui, en plus de certains discours ciblés des dirigeants en poste ou sinon des ministres des Affaires étrangères ou de la Défense. La deuxième catégorie d'indicateurs, c'est le développement de la force. Donc, je vais analyser la provenance et les types d'acquisitions militaires. Et la 3e catégorie d'indicateurs est l'emploi de la force. Donc, je vais analyser les déploiements et les exercices militaires. Donc, quelles régions sont priorisées et où on envoie les troupes canadiennes sous quel commandement. Et donc, juste un aperçu de ma grille d'analyse. Donc, tout dépendant en fonction des 3 indicateurs, je vais essayer de classer toujours les différents agissements du Canada en fonction des stratégies établies si haut. Alors, le ralliement impliquerait un alignement sur les États-Unis qui suit les prescriptions de la puissance américaine. L'équilibrage va correspondre à la mise en place de contrepoids aux puissances révisionnistes comme la Chine et la Russie. L'engagement multilatéral va plutôt caractériser les puissances révisionnistes comme une opportunité à saisir, tandis que l'ambiguïté stratégique va percevoir les puissances révisionnistes comme un risque qui est lointain et flou. Et donc, préliminairement, ce que je peux vous dire, c'est que le Canada ne fait pas une grande adaptation. En fait, il ne fait pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui change. Il ne s'équipe pas avec de l'équipement pour faire face à une guerre de haute intensité qui témoignerait d'un alignement vraiment avec les États-Unis pour se préparer à une guerre entre grandes puissances. Et ces déploiements, en fait, on le voit, ils se concentrent majoritairement avec l'OTAN. Ce qui est intéressant à voir, c'est vraiment la place très importante qu'il y avait les déploiements sous commandement de l'ONU et comment cette place-là a été complètement réduite à quasi rien à partir de 2002. Donc voilà, je voulais vous donner un aperçu des déploiements qui montrent vraiment clairement qu'on condense les opérations avec l'OTAN et les États-Unis, puis qu'il y a une diminution importante avec l'ONU et le maintien de la paix. Et au niveau de la perception de la menace, en fait, la Russie, de façon générale, dans les dernières années, surtout depuis 2014, avec la Crimée, est perçue comme une menace. Ça, c'est assez clair dans pas mal les derniers énoncés de défense. Mais la Chine est vraiment perçue comme une opportunité de façon générale. Ça a changé un petit peu, des fois, avec les 2 Michael quand ils ont été emprisonnés. Puis là, on a senti un durcissement du ton, mais en tant que tel, généralement, la Chine et l'Asie sont définies comme des opportunités de développer des partenariats et non des menaces. Et voilà, donc ça, c'est vraiment mes résultats préliminaires. Je suis encore en train de faire mes recherches. Et dernier point, en fait, qu'est-ce que ça signifie peut-être pour Taïwan? En fait, c'est que probablement le Canada ne pourra pas faire une grande contribution s'il y a une guerre pour Taïwan, s'il y a une invasion pour Taïwan. Il faudrait d'abord que le Canada détermine quels sont ses intérêts stratégiques par rapport à Taïwan. Je pense que Maxence, dans sa présentation, a fait quelques recommandations très pertinentes que le Canada devrait envisager.
Mais je pense qu'à l'heure actuelle, si Taïwan est envahi ou si une guerre éclate à Taïwan, le Canada n'a non seulement pas déterminé qu'est-ce qu'il pourrait faire, mais n'a pas non plus les moyens nécessaires de faire quelque chose. On le voit avec la guerre en Ukraine, comment le Canada a envoyé la majorité de ses stocks d'armes à donner ou à prêter, puis qu'il faut refournir ces stocks-là. Donc, je pense que la question demeure pour le Canada de déterminer ses intérêts stratégiques pour ensuite pouvoir prendre des décisions plus éclairées. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Camille, pour cette présentation. Maintenant, notre dernier intervenant de ces 2 jours de conférence bien intensive, le dernier mais pas le moindre, Émile Lambert-Deslandes. Oui, merci beaucoup, Justin, de l'invitation. Merci, Maxime, de l'organisation. Je suis vraiment je me sens honoré d'être le dernier présentateur des 2 jours. Vous allez voir que je ne vais pas nécessairement sortir des sentiers battus, ne serait-ce que parce qu'au cours des 2 derniers jours, de manière répétée, à chaque panel, je me suis fait voler mes punchs que j'avais prévus. Donc, ça va être un peu peut-être une synthèse de choses qui ont déjà été dites et insistées et amener peut-être une perspective différente. I will be doing my presentation in English, 1, because I'm contrarian that way, and 2, because I do my research in English, so it's easier for me to actually prepare something in that language because I'm not used to using concepts in French. My presentation is not based on a thesis or an article I've written. It's more of a collection of thoughts on the situation that I've assembled in 2 parts. In the first part of my presentation, I will talk about something that I think has been under-discussed during the colloquium, even though it was mentioned a few times, which is the implications that Taiwan has for the non-proliferation regime and extended deterrence. And in the second part, I will address whether or not, considering those stakes that I think are very important, whether or not the current strategy of strategic ambiguity is sufficient and it is an effective policy in that context to deter and prevent the crisis from happening. And then at the end, I will make some policy prescriptions because I've been strongly encouraged to make them. My overall argument that I'm going to be making today is that beyond the usual stakes that have already been underlined, Taiwan is also one of the key weaknesses in the current non-proliferation regime because of its potential impact on the credibility of the United States and of its extended deterrence to its allies in the region, which could potentially lead to incentives for countries in that region to proliferate of their own if they start doubting in the credibility of the extended deterrence. Considering those stakes, I will also argue that the current Western strategy is insufficient as maintaining the current course of strategic ambiguity, which is a policy that was made, that was started 4 decades ago, that I believe is ill-designed to actually deter an aggression from China, will only generate more uncertainty and increase stress on the part of US allies in the region. This being said, moving in the direction of strategic clarity without overtly crossing China's red lines, so not actually going into strategic clarity, but making steps to actually put in place elements to deter by going down the road of deterrence by denial is what I will be recommending at the end. I will detail exactly what I mean by that at the end of my presentation. So as for the Western allies to embrace a proactive and implicit strategy of deterrence by denial, yes, to reinforce Taiwan, but also our allies in the region. And so to begin, I think it's very important to think about the role that extended deterrence plays in the non-proliferation regime, because it's something that was very much discussed at the time when the NPT came into being, but has been ignored in the decades that have followed. But the salience of extended deterrence has only increased in the last few years. So extended deterrence is a cornerstone of the United States relationship with its allies, specifically South Korea and Japan in the region, but also New Zealand, Australia, and NATO members, just as Canada and others. And it has 2 aims and accomplishes two things. First, it maintains international peace and prevents conflicts by deterring aggressors, which is fairly straightforward. That makes sense. But it also prevents a cascade of proliferation by providing US allies with nuclear protection without them having to develop weapons of their own. And so all of those countries that are under the US umbrella
depend on it for their security. And the credibility of that protection is essential to maintain the current regime, especially in a context in which it is weakened by the proliferation by North Korea and potentially Iran, and that regime is already under stress. So a weakening of extended deterrence could be extremely dangerous for that regime. And notably in the 1970s, the last few times that there were serious doubts about the US credibility in regard to extended deterrence on the part of South Korea, and Taiwan too, led to instances of attempts at proliferating. So in the 70s, the rapprochement between China and the United States led to South Korea initiating a nuclear weapons program, in part because of a perception that it one day would be responsible for its own security. It also happened in 1976 when Jimmy Carter promised to withdraw US troops from the peninsula. And critical, and all of that sums up to the fact that it all depends on US credibility and the belief from its allies that it's going to defend them. So while the role, as I said, of extended deterrence has been forgotten in the discourse on non-proliferation, it is still very much a factor that should be taken into account. And in the case of Taiwan, it is exceedingly important because Taiwan has come to be a litmus test for Japan and other allies in regard to the credibility of extended deterrence. And I will elaborate on that. But before elaborating on that, specifically in the case of Japan, I think it's important also to think about nuclear weapons in Taiwan, because Taiwan also has a history with nuclear weapons. Before 1980, it was under the protection of the US nuclear umbrella from 1954 onward. But starting with strategic ambiguity, that protection was explicitly removed and in the air for since then, whether or not it is still there. And the fact that Taiwan lost that protection led to, well, earlier when fears of US-China rapprochement in the 70s led to the development of a nuclear program in Taiwan that was abandoned, but then reinitiated in 1987 for a very short period of time before the US realized what was happening and intervened, providing new reassurances, but also pressures for them to drop them. So historically, the abandonment fears of US allies have often initiated new potential proliferations as when the United States commitments were perceived to be faltering. And nowadays, Taiwan's program is fully dismantled, and I'm not arguing that there's a chance that they will proliferate again. If they do, it would be a very stupid move, to be very blunt, because it is one of the red lines that have been drawn by China, that considers that any nuclear weapons on Taiwan is an existential threat. So I don't think that they're going to proliferate. That being said, Japan and South Korea are nearby, and using the data set that was built by Matthew Foreman and Benjamin Tak on nuclear latency, those are two states that are in nuclear latency that have the capacity to develop nuclear weapons pretty quickly if they feel the need for their protection. And my argument is that if extended deterrence falters, those countries will have to consider different options. And in the case specifically of Japan, it is, I think, the most significant case because since the last 2 decades, Japan and its leaders have been explicit in the fact that they maintain their legal right to develop nuclear weapons if they feel the need to do so to guarantee their security. It has also engaged in what Professor T.V. Paul at McGill calls a virtual nuclear deterrence strategy, touting its legal rights to develop weapons without actually making moves to develop them. And recently, the governing party has signaled that it perceived Taiwan as an existential question and an essential test of the United States' credibility over extended deterrence, which increases the stakes of this crisis because beyond the stakes are really dramatic of the potential of great power war and nuclear war. Even if nuclear war and there's an invasion of Taiwan and the United States decide not to go to war, so we avoid catastrophe, we have a different catastrophe that is on our hands, which is a context in which proliferation becomes reasonable to consider for some states and a weakening of that framework. And there's been an article that was recently published by
the former prime minister that hinted at that. The former prime minister of Japan, who is still close to the current government, Abe Shinzo, that made the point that he argued very forcibly that the United States should drop its strategic ambiguity and adopt strategic clarity because of Japanese fears and the fact that if Taiwan is abandoned, Japan will react and defend its interests. Which leads me to the second part of my presentation, which is specifically about whether or not strategic ambiguity works, what we should do instead if it doesn't work, and what we shouldn't do, even if it doesn't work. So considering the stakes that I've underlined, the current policy of strategic ambiguity, I don't think is capable of sufficiently deterring China to avoid an armed conflict, because from a simple point of deterrence logic, it is a policy that is based on uncertainty and confusion, which goes against the basic tenets of deterrence, that you want clarity, you want consistency, you want it to be clear commitments. And so that policy just leads China to make guesses about what the United States will do. And so from that point, I think it is a very ill-designed policy, even though I recognize the fact that we are stuck with it for the time being, and probably for the decades that follow, for reasons that I will underline in the next part. Before I want to discuss quickly why even if we're stuck with it, we shouldn't pretend that it is an effective policy in its current state and that it has been successful in protecting the independence of Taiwan. First, so the point that I made just right now about the fact that a policy of deterrence that has at its core confusion and uncertainty is a bad deterrence policy because it opens up guessing and can induce errors in judgment. And it's not a clear policy. What matters when you make a deterrence policy is capability, resolve, and the belief of the adversary in your capability and your resolve to use them. And so on that front, strategic ambiguity, however necessary it was as a strategy to implement, fails. The second point I would say against it is that there's actually no causal relationship that has been demonstrated or proven between Taiwan's continued independence and the policy. Because the fact that China has the capability to potentially invade the island is a recent phenomenon, because for most of the time during which strategic ambiguity was the policy, China did not have the capability to actually invade the island, even though it made moves specifically in '96 when one newly elected president made some moves toward independence. They made some moves, but they didn't have the capacity to actually invade the island. And they were also in a context in which they had all the incentives to seek economic collaboration with the United States, because that's what fueled their rise and their economic prosperity during that period. And so they had sufficient incentives not to pursue unification using arms. And the actual two examples we have of deterrence working to protect Taiwan against an invasion are in 1955 and 1958. And both cases were cases where US policymakers avoided making clear commitments toward the protection of Taiwan, which led to moves by China. And those situations were, war was averted in those situations by the US actually making clear commitments to prevent a full-scale invasion or an attack from those countries. So successful deterrence, even in the case of Taiwan so far, the only data point we have of it working were in the case of clear, explicit commitments from the United States. And I would also argue that ambiguity conveys the United States' lack of resolve in defending Taiwan. And that's very apparent in the statements made by actual advisor of the president right now when they talk about strategic ambiguity. For example, there's been a statement by President Biden about the fact that they would defend militarily the island, and the walk back that his staffers did was to say, no, we only need military aid. We will not actually, we don't change the policy, we will not go to war for that. So even then, the policy is not being used how it was designed to be used right now. And so in that sense, in its current state,
I don't think it is the right policy to keep going. But despite its flaws, changing to strategic clarity would be a rash decision that would provoke Chinese aggression instead of deferring it because of China's red lines. China has signaled very clearly what its red lines were, specifically about the fact that formal independence for Taiwan should not be recognized or declared, and that explicit security commitments could backfire and push China to adopt extreme measures. So in light of this, abandoning strategic ambiguity in favor of strategic clarity is not the solution either. So moving along the spectrum between the twos, however, by making the cost of an invasion easier to calculate and anticipate for China and make it so prohibitive that it deters the aggression could be the solution. So even if an attack right now against Taiwan is currently unlikely, in the next 5 or 10 years, there's been disagreement over the last 2 days over what the timeline would be, but even if it's not currently likely soon, the stakes are too high to maintain the current course, and there needs to be a correction. Because the fact that the war is unlikely right now means that there's still a window of opportunity for the United States and its allies to actually adapt a strategy to actually deter and avoid the crisis to begin with, because I think that's what should be done at all costs, is avoiding it. Because both an actual war or a failure of US deterrence would be catastrophic. And so moving on to the last part of my presentation, because I'm aware I've been talking for quite a while, embracing deterrence by denial now and not wait until it is too late, like in the case of Ukraine, should be the policy pursued. There's been talk about the porcupine strategy that I think was mentioned that Taiwan overtly in 2017, maybe, I'm not exactly sure on the year, but supporting that strategy is essential, but also ensuring that Taiwan actually puts it in place, because right now, even though there's been talk of it, its actual quadrennial defense review done in 2021 does not actually spend the money in a way that is conducive to that strategy, because it is still spending huge amount of money on, there's been a Texas National Security Review report written by James Timby and James O. Ellis Jr. that reviewed the current investments being made, and most of its defense budget is currently spent on big ticket items. So diesel submarines, F-16, ballistic missiles that can hit the mainland China, which are not spending that actually help in the case of a porcupine strategy. It can help, but it's not what the strategy would point toward. Instead, so what the United States and its allies could do is start providing small items that could accomplish a porcupine strategy. So naval mines, stingers, coastal defense cruise missiles, missile corvettes, and all weapons that can actually make Taiwan a fortress. And working to launch capacity building initiatives in Taiwan should be at the top of the priority. We at the Network for Strategic Analysis, we have one axis that is focused on capability building, and there's some good research on that that's been done. And that should be one way for the United States and its ally to diminish the conventional capabilities gap that exists right now between China and the United States and its allies in the region. So establishing and maintaining the ability to actually win a conventional confrontation is, in my mind, essential to make deterrence work. If the United States will not, cannot, or are not willing to extend its nuclear umbrella to Taiwan. Other steps that should be taking are reassuring US allies in the region that are under the nuclear umbrella of the United States ironclad commitment to it. There's been suggestions of what to do to exactly accomplish that. There's been mention of maybe sending tripwire forces is a suggestion I heard today. That could be the case, even though there's already US troops in Japan and South Korea, and that doesn't seem to affect the belief or how they react to the events in regard to the capability of the United States. And so to conclude and synthesize everything I just said right now, the United States should embrace deterrence by denial. They should maintain strategic ambiguity as much as possible, but move along the spectrum in a direction that makes it easier for China to calculate the risk and the cost. It should invest in the defense of Taiwan and arm the island, but it also should explicitly communicate the economic costs that invasion could have on China
so it's clear, but also signal through that its commitment and resolve to accept a degree of pain to deter China. Ouais, merci beaucoup, Émile. On va maintenant passer à la période de questions qui va débuter par mes propres questions sur vos présentations. Vous avez été, et je savais que j'étais pour avoir raison, que vous étiez pour être à la hauteur de maintenir le très haut niveau d'excellente présentation qu'on a eu tout au cours de cette conférence et qui se maintient jusqu'à ce dernier panel. J'étais vraiment heureux de vous entendre sur vos sujets de recherche. Première question pour Maxandre. Effectivement, la stratégie chinoise, sans aucun doute, est celle d'isoler diplomatiquement Taïwan. Il n'y aura pas, je crois, de débat sur cette question-là. Le débat par rapport à la présentation que tu fais, c'est est-ce que c'est dans l'intérêt canadien d'empêcher, c'est-à-dire de mener des actions importantes pour empêcher ou limiter ou réduire cet isolement diplomatique de Taïwan? Qu'est-ce que le Canada peut gagner concrètement comme intérêt? Si je regarde un peu les autres éléments que tu as élaborés, celui d'ajouter Taïwan dans le partenariat transpacifique, qui a un autre nom maintenant que j'oublie, progressiste, féministe, quelque chose comme ça, et compréhensif, c'est plus clair qu'il y a des intérêts commerciaux importants. Dans les autres intérêts que tu as mentionnés, c'était surtout, de ce que je comprenais, la protection des valeurs démocratiques. Pour les États-Unis, on peut comprendre l'importance possiblement d'avoir la protection des démocraties comme un intérêt stratégique et non pas simplement une politique de valeurs, dans la mesure où ça donne un signal aux autres démocraties libérales envers lesquelles les États-Unis ont des engagements de sécurité et que si on ne protège pas la démocratie à un certain endroit, les autres alliés pourraient être trouver que leur propre sécurité est menacée. Le Canada n'a pas évidemment ce genre d'engagement de sécurité et même s'il le faisait, il ne serait pas si important. Alors, quel est l'intérêt d'antagoniser, bien sûr, la Chine continentale en militant pour réduire l'isolement diplomatique de Taïwan, par exemple en soutenant son appartenance à l'OMS ou dans d'autres organisations internationales, des agences de l'ONU, en augmentant les visites ministérielles, bref, en leur donnant plus de valeur diplomatique? Qu'est-ce que le Canada gagnerait en échange? J'aimerais ça entendre là-dessus. Je vais peut-être poser toutes mes questions, puis ensuite je vais vous donner la parole si vous voulez. Rémi, donc, aussi présentation très intéressante. Ici, ce que je trouve vraiment, ça m'a permis de mieux réfléchir à quel est l'élément majeur qui permet de trancher sur la meilleure stratégie américaine à adopter vis-à-vis de la Chine. Et ce que je comprends, c'est que tout dépend des intentions chinoises. Parce qu'il y a deux scénarios. Ou bien la Chine ne va utiliser la force contre Taïwan que si certaines lignes rouges sont franchies. Et que donc, il ne faut pas traverser ces lignes rouges-là, auquel cas on pourrait s'exposer donc à une attaque militaire chinoise, de quelque ampleur que ce soit, des frappes ou un blocus naval ou une invasion totale. Mais si par contre, les intentions chinoises sont qu'inévitablement, ils vont utiliser la force parce que politiquement, ils ne seront jamais en mesure pacifiquement de réunifier Taïwan parce qu'on le sait, le mouvement anti-Chine est de plus en plus important en Chine, le nationalisme taïwanais se développe, le mouvement pro-réunification est très faible, les partis politiques ont peu d'impact politique, donc à long terme, ça n'arrivera pas. Si on est certain que la Chine continentale va vouloir la réunification et que ça ne pourra pas passer pacifiquement, ça va aller par la force nécessairement, la stratégie américaine est de tout autre. Parce que traverser une ligne rouge n'est pas si important que ça, parce que de toute façon, il y aura une invasion inévitable. Alors, comment on fait pour trancher à savoir quelles sont les intentions chinoises? Comment est-ce qu'on peut, si on veut vraiment faire l'argument que des coûts-bénéfices d'une approche rationnelle, comment est-ce qu'on peut trancher si il y a ce sentiment d'inéluctabilité d'ici 2027, on dit 2049 parfois comme date la plus maximaliste, où il y aura de toute façon un usage de force? Et est-ce que ce n'est pas ça qui est la clé pour savoir quelle stratégie adopter vis-à-vis de Taïwan? Pour Camille, j'étais très content que tu présentes ton projet de mémoire parce qu'un membre de ton jury est ici présent aujourd'hui et a pu avoir un avant-goût de ce qui va être bientôt défendu dans quelques semaines avant que tu nous quittes pour le ministère de la Défense nationale du Canada, que je tiens à rappeler.
Ici, j'ai, je pense, 2 questions ici. Ce que je trouve intéressant quand tu as résumé, parce que je sais que tu as fait l'état de la littérature de manière approfondie, que dans la littérature sur la politique étrangère canadienne, c'est pas clair si la transition mondiale à la puissance amène un élargissement de l'autonomie possible du Canada ou un rétrécissement. Tu dis les 2 options sont possibles. C'est ce que je trouve intéressant, parce que la littérature en politique étrangère canadienne est peu développée au plan conceptuel et théorique. Et le fait que les auteurs débattent de ça, c'est quand même assez fondamental. Évidemment, ma question, c'est qui a raison? Et peut-être que tu peux, grâce à ton mémoire, apporter une clarté sur cette question-là et de conclure le mémoire en lien avec ce débat-là en disant, bien, j'ai jeté une petite pierre dans un édifice plus grand de construction d'une meilleure compréhension de comment la transition peut avoir un impact sur la politique étrangère. C'est est-ce que ça réduit ou ça ne réduit pas les options stratégiques à la disposition du Canada? Et de ce que je comprends de l'argument général que tu fais, c'est que ça les contraint. Que ça ne contraint pas. Parce que si ça contraignait la politique étrangère canadienne, il y aurait équilibrage. Si je fais un parallèle, donc, c'est ça que tu dis essentiellement. Si le Canada ne pratique pas d'équilibrage alors qu'il perçoit une menace grandissante, c'est qu'il a l'option de ne pas équilibrer une puissance de plus en plus menaçante. Et donc, tu contribues à ce débat-là en disant c'est la clarté de la menace internationale n'a pas d'incidence claire, ou du moins décisive ou déterminante sur les options stratégiques ou la grande stratégie canadienne d'équilibrage ou je vais le dire en anglais, balancing ou pas balancing contre la Chine ou contre la Russie. Et si c'est le cas, évidemment, la question qui va devoir être soulevée en conclusion du mémoire, c'est bien, qu'est-ce qui explique le fait que ça n'a pas contré? C'est quoi la variable intermédiaire, justement, que tu as mentionnée, mais qui pourrait être approfondie, qui explique le fait que ça ne fonctionne pas? Que la clarté du système n'a pas d'incidence claire et directe sur les options stratégiques retenues par le Canada. Et évidemment, ça peut être en ouverture seulement du mémoire et non pas constituer une nouvelle recherche que tu dois amorcer d'ici les 3 prochaines semaines. Et on conclut avec Émile qui a une présentation qui va beaucoup dans le sens aussi de ce que Rémi a mis sur la table et que je trouve intéressant le fait que tu dis qu'il y a un spectre donc ici des engagements crédibles. Moi aussi, je dois traduire, donc vu que ta présentation est en français, des engagements crédibles. Mais je trouve que tu pars sur le présupposé, tu l'as dit, et je voudrais être certain que c'est factuellement sans équivoque, que s'il y avait un engagement de sécurité explicite, donc une clarté stratégique qui était adoptée, il y aurait effectivement franchissement de la ligne rouge chinoise. Est-ce qu'on est si certain que ça? Parce que les propositions qu'il y a dans le débat américain, les gaffes du président Biden, me semblent plutôt coordonnées et non pas des réelles gaffes. Me semble faire partie d'une tentative un peu comme quand un gouvernement veut adopter une nouvelle politique, lance quelques perches dans les médias au fur et à mesure pour préparer l'opinion publique et les audiences internationales, puis à un moment donné, va clarifier à force de fuiter ce genre d'informations-là. Est-ce qu'on n'est pas progressivement en train d'établir les conditions potentielles pour clarifier l'engagement de sécurité américain envers Taïwan sans franchir la ligne rouge chinoise? Parce que oui, il y a eu des condamnations de Beijing, mais sans plus. Oui, il y a eu quelques chasseurs chinois qui ont pénétré les zones d'identification aérienne taïwanaise, mais sans conséquences concrètes, disons, ou plus grandes que cela. Donc, est-ce que ça ne peut pas être ajouté à ton spectre des possibilités, c'est-à-dire une clarification progressive dans la déclaration américaine et que finalement, on teste un peu plus, un peu comme la stratégie chinoise va être de possiblement tester la réaction américaine en ne prenant pas Taïwan directement, mais quelques îles, les Pratas ou autres, progressivement, juste pour tester les eaux et voir la réaction et de le faire de manière, comme on dit en anglais, incrémentale ou graduelle, plutôt que, paf, signer un accord de défense formel avec la présence de troupes américaines. Et, bon, deuxième option, et je vais terminer là-dessus, est-ce que des forces de tripwire, comment dire en français, des forces de... je ne sais pas, mais de tripwire peuvent être aussi ajoutées à ce spectre-là
une présence minimale, un peu comme les quelques dizaines, je crois, de forces spéciales américaines qui sont présentement à Taïwan, donc on a appris, qui ont été coulées aussi dans l'information, dans les médias. Est-ce que cet élément-là, ça aussi, ça a suscité les récriminations de Beijing, mais sans plus? Il y aurait aussi un engagement de plus en plus clair en ayant de plus en plus de troupes américaines sur le territoire. Ça peut être des conseillers, comme il y avait au Vietnam, ce n'était pas des militaires. Ça peut être toutes sortes d'autres formulations qu'on peut prendre pour progressivement changer le statu quo sans franchir la ligne rouge chinoise. Voilà les questions, commentaires. On va dans l'ordre, Maxime? Pour revenir spécifiquement sur l'intérêt que le Canada a pesé de tout son poids pour que Taïwan ait une plus grande place diplomatique, j'aimerais revenir d'abord sur l'intérêt technique, je pense, d'avoir une autre démocratie dans plusieurs agences spécialisées de l'ONU, comme l'OMS puis l'OACI. En ce moment, je pense que l'Ukraine, c'est sûr que c'est un exemple extrême, mais les puissances révisionnistes tentent de remettre en cause l'ordre international libéral, dont l'ensemble des normes, quelles qu'elles soient, et juste faire la promotion de l'idée des normes libérales dans le monde en ce moment ne suffit plus tant qu'à moi. Puis il y a plusieurs alliés du Canada qui mentionnent justement qu'on ne peut plus être passif puis défendre le statu quo, il faut être proactif et activement forger des normes libérales pour demain, puis avoir une autre démocratie libérale, d'après moi, qui peut partager ses meilleures pratiques et qui en a à partager. On a à apprendre d'eux. Je pense que c'est vraiment non négligeable en ce moment, même si c'est dans pas de la high politics, dans des choses plus techniques, mais je pense que c'est un pas dans la bonne direction. C'est le salami slicing à l'envers, si on veut, dont on a parlé. Plus largement, Camille en a fait mention rapidement, le Canada n'a pas grand-chose à offrir si conflit il y a. Dans le cadre d'une coalition, soit que l'état de fait va venir trop vite, la distance nous empêche d'intervenir, soit on a une frégate dans la région, puis c'est pas la frégate canadienne qui va faire la différence. Je pense que si on a un intérêt à la stabilité de l'ordre international, dans lequel le Canada a prospéré, puis on veut maintenir ça en cause, on veut maintenir ça en l'état actuel, il faut qu'on agisse a priori, puis qu'on ait un rôle a priori qui va être différent d'investir des capacités militaires là, ou des plateformes comme des avions de chasse ou des navires. Coopérer aussi, peut-être que c'est moins fort diplomatiquement, mais coopérer aussi pour apprendre comment nous-mêmes lutter contre l'ingérence politique, les opérations psychologiques, les opérations de guerre d'information. Ça, c'est un intérêt que le Canada aurait de se rapprocher de Taïwan. Puis aussi nous-mêmes de démontrer que même informellement, on est capable de jouer avec notre idée de la politique d'une seule Chine. C'est une bonne façon aussi, je pense, de lutter contre la guerre psychologique que la Chine mène aussi pour créer un peu la crainte dans la population taïwanaise. Donc, je pense que c'est sûr qu'on n'est pas très loin des valeurs diplomatiques. L'intérêt est moins tangible peut-être, puis moins calculable que dans le cas du partenariat transpacifique, mais il y a un intérêt à long terme à être capable de se rapprocher de Taïwan et de continuer à parler à la Chine. Ça, c'est sûr qu'il va falloir trouver un moyen d'accepter qu'il va y avoir des coûts, mais qu'il va falloir qu'on parle à la Chine quand même, pas comme on fait en ce moment, pas parler à la Russie dans le cas de l'Ukraine. Donc, de continuer à travailler avec elle, mais de faire sentir qu'on veut que la stabilité règne dans le détroit de Taïwan. Je pense qu'on a un intérêt clair à ça. Oui, alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question de si dans tous les cas, la Chine va attaquer Taïwan, eh bien, à quoi bon essayer de respecter les lignes rouges de la Chine, puisque la guerre semble inévitable. Alors moi, je crois que la guerre n'est pas inévitable, donc je crois il y a encore espoir, même si cet espoir est mince. Je ne suis pas certain que la Chine est prête à tout pour réunifier Taïwan. Et donc voilà, il faut essayer de faire en sorte que, eh bien, à travers la stratégie du port épique, on puisse empêcher la Chine d'être tentée d'attaquer Taïwan. Que dire de plus?
ne sais pas quoi rajouter de plus. Est-ce que tu pourrais peut-être préciser la question? Comment on tranche? Comment on sait? tranche? Parce que c'est le présupposé. Le présupposé, ce sont les intentions chinoises. Évidemment, c'est opaque. Si on le savait, on aurait réglé tout la tragédie des relations internationales si on connaissait les intentions des uns et des autres. La tragédie tient à cette incertitude d'information qui perdure malheureusement et qui rend le dilemme de la sécurité toujours présent en relations internationales. Mais le présupposé d'une stratégie de ne pas franchir les lignes rouges, je pense qu'il faut être reconnu. Il faut le reconnaître, c'est celui qu'on pense qu'on peut éviter ce conflit-là, car les Chinois, si on ne traverse pas ces lignes rouges-là, si on ne les franchit pas, n'agiront pas eux-mêmes en usant de la force. Donc, c'est un présupposé. Et le problème des présupposés, il faut pouvoir les fonder sur quelque chose. Et je ne te dis pas que tu dois avoir la réponse à cette question. C'est ce que ça m'a soulevé, je trouve, ta présentation, qui serait le nœud du débat pour soutenir la prise de position, qu'il faut une stratégie de porc-épic ou de dissuasion par TENI plutôt qu'autre chose. Pour respecter ces lignes rouges-là, on les respecterait car on pense que c'est possible que ce ne soit pas inévitable, que la cible de 2049 n'est pas inévitable, que l'importance de la réunification n'est pas si importante que ça, que le président chinois actuel ou futur n'est pas obligé d'atteindre cet objectif-là dans les prochaines décennies. Moi, je crois effectivement que la Chine préférera mener à bien le renouveau chinois plutôt que de réunifier Taïwan au détriment de ce renouveau chinois. Et donc voilà, le développement économique, je crois, passe avant pour la Chine la réunification avec Taïwan. Donc, il faut faire en sorte d'expliquer à la Chine très clairement que le renouveau chinois n'aura pas lieu s'il y a une invasion de Taïwan, tout en essayant de respecter les lignes rouges pour éviter qu'il y ait un passage à l'acte, ce qui suppose, bien entendu, de dissuader avec, comme je le disais, des armes asymétriques que l'on donnerait ou vendrait à Taïwan, sans toutefois endosser un postulat de clarté stratégique, car ça pourrait provoquer une réaction de la Chine. Donc, c'est, je crois, ce qu'il conviendrait de faire. Merci. Oui, concernant en fait les lectures perceptuelles, je vais revenir un peu là-dessus parce que je pense que c'est important de préciser, comme j'écris mon mémoire actuellement dans ma période à l'étude, je pense que c'est important de préciser que ça se peut qu'on se trompe puis qu'on ne soit pas dans une transition de la puissance. Puis c'est pour ça, en fait, que j'insiste autant dans mon mémoire sur les lectures perceptuelles. Parce qu'au final, je pense que à la base, ça dépend vraiment de la perception des décideurs, mais des États en général, de dire, si, parce que, je repars, si la réalité à la base, elle est filtrée par nos perceptions, par comment nous, on construit notre réalité. Donc, s'il y a une transition de la puissance qui existe, elle existe dans la mesure où elle est perçue par les membres du système international. Donc, c'est pour ça, je pense que la variable intermédiaire qui explique pourquoi, en fait, la transition de la puissance n'aurait pas d'incidence ou aurait une incidence. Moi, je pense que c'est cette variable-là, c'est la perception des menaces des décideurs. Si, au final, il y a une transition, mais que la perception de la menace du Canada reste que c'est la Russie qui est l'État menaçant et non la Chine, puis que la Chine reste une opportunité économique, peu importe ce qui se passe, c'est certain qu'il n'y aura pas de changement significatif qui peut être attribué à la transition de la puissance. Puis concernant si la transition de la puissance restreint ou augmente les choix stratégiques des États, c'est sûr qu'il y a deux écoles. Donc, il y a ceux qui déterminent que si l'hégémon est plus fort, c'est ça. Si l'hégémon est très engagé dans la région, ça va réduire les opportunités pour les puissances émergentes, puis ça va diminuer les contraintes pour les puissances secondaires, donc ils vont avoir plus de choix. Puis, il y a l'école inverse qui dit que finalement, ça peut aussi les restreindre. Je ne sais pas encore qui a raison exactement. Je pense que je vais le découvrir d'ici la fin de mon mémoire, mais je pense en effet qu'en général,
ça ne veut pas nécessairement restreindre leur choix. J'ai l'impression, surtout dans le cas actuel, comme l'hégémon est en déclin, puis que la Chine représente un peu une opportunité pour beaucoup de pays, beaucoup de puissances secondaires, en fait, ça va probablement augmenter leurs possibilités, puis rendre ça moins contraignant pour les puissances secondaires. Donc, voilà. Oui, parfait. Je vais commencer avec la question la plus simple à répondre à propos du tripwire. Absolument. On me dit de source fiable, c'est un fil de déclenchement. Un fil de déclenchement. Parfait. Donc, dans le cas d'un fil de déclenchement, absolument que ça pourrait faire partie du spectre des mesures mises en place. Le fait justement qu'il y avait des forces spéciales américaines à Taïwan, et c'est sûr que la Chine a condamné parce que les États-Unis éternuent dans la direction de Taïwan et la Chine condamne, peu importe qu'est-ce qu'on fait. Mais il n'y a pas eu de réaction plus forte que ça. Alors, effectivement, ça peut être une stratégie. Le point que j'ai amené était plus par rapport au fait que ça a été mentionné pour rassurer des alliés autres que Taïwan. Et dans ce cas-là, je ne pense pas que ça change grand-chose pour ces alliés-là par rapport à leur conviction par rapport à la crédibilité américaine dans la région. Pour Taïwan en tant que tel, absolument, ça pourrait être une mesure, ça peut faire partie de l'éventail des mesures qui sont mises en place pour convaincre surtout la Chine de la conviction des États-Unis à ce niveau-là. Par rapport à la première question que je réponds au deuxième, je suis d'accord sur le fait que je pense que ce n'était pas une gaffe, les déclarations de Joe Biden. Je ne suis pas nécessairement d'accord sur le diagnostic qui est fait dans le sens où il y a des politiques internes de la Maison-Blanche qui sont sorties dans les médias par rapport au fait qu'il existe une frustration du côté du président par rapport au fait que ses conseillers après ça vont le corriger dans les médias quand lui pense savoir qu'est-ce qu'il fait. Il y a cet élément-là que je ne sais pas à quel point c'est une stratégie qui est concertée. Par contre, ce qui viendrait supporter le point que tu as amené, c'est le fait qu'il n'est pas le seul dans les derniers mois à avoir... il y a un amiral dont le nom m'échappe en ce moment du Pentagone qui avait répondu à une question en disant effectivement on pourrait reconsidérer cette politique-là. Mais en même temps, ce n'est pas nécessairement nouveau que les États-Unis jouent ou font des déclarations dans ce sens-là. George W. Bush avait, en 2004, fait une déclaration similaire qui avait été promptement rétractée après par ses conseillers. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose de nécessairement nouveau. Donc, je ne suis pas nécessairement convaincu que ce soit une stratégie consciente de clarification progressive. Ceci étant dit, je pense que le danger par rapport à déclarer carrément qu'on n'est plus en stratégie ambiguë, ambiguïté stratégique, j'ai de la misère à traduire dans ma tête. Le danger n'est pas nécessairement directement à traverser une ligne rouge pour la Chine. Le danger est de donner une carte blanche après ça à Taïwan qui, ayant la sécurité américaine, pourrait influencer les dirigeants taïwanais à déclarer leur indépendance, par exemple. Et là, ça franchirait une ligne rouge. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a plusieurs officiels, plusieurs policymakers américains qui sont contre renverser cette politique-là parce qu'ils ont peur que ça pourrait donner du courage aux dirigeants taïwanais de déclarer leur indépendance de manière formelle. À ce moment-là, ce serait la guerre. Donc, il y a une ligne qui est à marcher dans les deux sens, selon moi, et compte tenu du fait à quel point c'est une situation qui est volatile et qui peut... On est en contrôle jusqu'au moment où on n'est plus en contrôle. Quant à moi, c'est mieux de rester prudent à ce niveau-là. Mais je veux quand même aussi... Je vais voler un peu une question qui avait été posée à Rémi, parce que je trouvais ça très intéressant, parce que je suis complètement d'accord avec le point par rapport au fait que le renouveau chinois est plus important pour le gouvernement que nécessairement l'unification s'ils ont à choisir. Parce que je pense qu'on oublie trop, on ne l'oublie pas vraiment, mais je trouve que c'est bon de le mentionner, le fait que le gouvernement chinois survit, le Parti communiste chinois survit grâce à l'adhésion d'une bonne partie de sa population qui vient de la prospérité économique qu'il amène à cette population-là. Et qui nourrit l'adhésion de la population et qui le maintient au pouvoir en partie grâce à ça. Donc, si le coût économique est prohibitif et pourrait endommager justement cette prospérité-là et donc l'adhésion de la population, c'est sûr que la prospérité économique serait privilégiée et plus importante. Merci beaucoup. Maxime, tu voulais juste ajouter quelque chose? C'est pour ajouter à la question que tu as posée à Émile, puis la réponse justement. Je pense je vais dans ton sens en Biden ne fait pas de gaffe, en fait. Parce que, à moins que je me trompe, c'est le seul ou peut-être un des rares
politiciens encore à l'activité qui étaient présents au Sénat, en politique quand le Taiwan Relations Act a été voté par le Sénat, puis il a présidé pendant longtemps le comité des affaires étrangères du Sénat. Donc, il sait très bien comment naviguer cette ligne. Et en 2004, il avait écrit un op-ed dans le New York Times, je pense, le Washington Post, pour expliquer de façon un peu paternaliste à George W. Bush comment ne pas s'enfarger dans les déclarations sur Taïwan. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il croit personnellement, vu qu'il était au Sénat quand cette loi-là sur les relations de Taïwan a été votée, que lui, c'est personnellement comme ça qu'il l'a toujours interprété. Mais effectivement, peut-être que c'est pas une gaffe. Je pense que aussi la clarté qu'on oublie, c'est que dans ce débat-là, le revers de la médaille de l'ambiguïté stratégique ou de la clarté, c'est qu'il faut aussi que les États-Unis soient très clairs envers Taïwan qu'ils ne vont jamais reconnaître l'indépendance. La présidente Tsai, en ce moment, n'est pas très chaude à l'idée de le faire parce qu'elle se dit que Taïwan est déjà de facto indépendant, mais son vice-premier ministre est un des militants de la ligne dure de l'indépendance taïwanaise. S'il advenait qu'il la remplace aux prochaines élections, les États-Unis auraient peut-être beaucoup plus de travail à faire pour rassurer la Chine et aussi pour calmer les ardeurs du DPP sur l'île. Je pense que c'est cette clarté-là surtout qui manque en ce moment dans les déclarations des États-Unis. Tu veux répondre à la réponse de Maxence? Rapidement, pour continuer de bâtir là-dessus, surtout si on se projette à plus long terme, parce qu'idéalement, on aimerait ça éviter cette crise-là le plus longtemps possible. Et on a parlé rapidement du fait qu'il y a une identité taïwanaise qui se développe. La population s'identifie comme étant taïwanaise et non chinoise de plus en plus. Et c'est très probable qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui vont avoir cette ligne-là s'il y a un sentiment national qui devient de plus en plus fort par rapport à l'indépendance de Taïwan. Merci. On a une question dans la salle virtuelle de Cléo Pascal pour vous. Elle est en anglais. Pardon? Il y a James Lee qui voulait poser une question. OK. Et ensuite, on va donner la parole aussi à James Lee qui va vouloir poser une question. Mais d'abord, celle de Cléo Pascal, elle est en anglais, donc je vous la lis. Great work, everyone. Good to see such a high level of thought and research. Questions 2. Has the development of smaller yield nuclear weapons had any effect on discussions around nuclear deterrence? And is Canada the target of Chinese political warfare? If so, what should we do about it? Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à l'une ou l'autre de ces questions? Oui, I can take the first question. I'll answer in English since it was asked in English. The development of smaller yield nuclear weapons is a worrying development that does affect discussion on nuclear deterrence. Because it normalizes the idea of using the sub-strategic use of nuclear weapons in conflicts that has appeared in the nuclear postures of Russia recently, reappeared, and the United States too, with the mention that it could be used to de-escalate conflicts. But it normalizes the potential use of nuclear weapons. And so that's an extremely worrying development. Quelqu'un d'autre? Spécifiquement sur les armes. Sur une des deux questions. Moi, je peux répondre à la deuxième un peu. Donc, pour répondre à la deuxième question sur l'interférence ou l'ingérence chinoise, donc, je sais qu'il y a un député conservateur ontarien qui a perdu et qui est sorti dans les médias, ça a été relayé entre autres par la CBC, pour dire que selon lui, il y a eu une campagne active dans les médias locaux de langue chinoise pour le discréditer. Principalement à cause des positions du Parti conservateur, parce qu'il y avait une forte population d'origine chinoise dans sa circonscription. Donc, évidemment, peut-être ça l'aurait fait plus jaser si ça avait été un député libéral qui avait du parti au pouvoir, qui avait été un peu volé de son élection. Donc, je pense que ça arrive en ce moment. Le SRS a briefé plusieurs députés sur les dangers, en fait, des activités en ligne chinoises. Je pense qu'on est en train de se réveiller, en fait, au phénomène qui est déjà présent. Puis je pense que ce qu'on a vu en Australie, peut-être depuis les 10 dernières années, c'est peut-être un cautionary tale, je sais pas, une fable de laquelle on pourrait apprendre peut-être, tirer des leçons, pour pas que le même genre de choses arrive au Canada. Donc, oui. Donc, comment faire pour lutter contre ça? Une très, très bonne question. Je ne suis pas expert sur le sujet. Donc, peut-être déjà commencer par reconnaître publiquement que ça existe, puis commencer aussi à parler,
je pense, d'avoir une discussion mature, ça va être difficile, sur la distinction qu'on doit faire entre le Parti communiste chinois, les Canadiens d'origine chinoise, les Chinois qui viennent s'établir au Canada qui sont de citoyenneté chinoise. Donc, ça, c'est un problème que l'Australie a eu. Comment rentrer dans cette discussion-là sans créer des soulèvements ou des mouvements racistes? On a vu la facilité avec laquelle ça peut arriver durant le début de la COVID. Donc, comment faire pour parler de ces choses-là et sans discréditer les Canadiens qui sont d'origine chinoise depuis 2-3 générations, puis qui sont eux-mêmes peut-être la cible privilégiée du Parti communiste chinois après les institutions canadiennes. Après, peut-être une solution pour lutter contre la guerre politique qui est menée par la Chine contre le Canada passerait par le contrôle des plateformes chinoises que les citoyens canadiens d'origine chinoise utilisent. Je pense à Weibo ou WeChat, je crois. Et on sait que le Parti communiste chinois envoie des fois des consignes de vote ou essaye d'utiliser différentes plateformes pour communiquer avec des gens de la diaspora chinoise. Et de la même manière que les plateformes occidentales sont bannies en Chine, peut-être qu'il faudrait considérer, si ce n'est bannir, du moins restreindre fortement l'utilisation de plateformes chinoises de telle manière à briser une des voies par lesquelles le Parti communiste chinois passe pour mettre en place ce qu'on peut qualifier de guerre politique. Donc, ce serait une piste d'action. Après, c'est vrai que ce n'est pas forcément idéal, mais ça m'est venu, donc je voulais la partager avec vous. Merci. On va maintenant prendre la question de James Lee. Would you like to open your mic and ask a question, James? Merci. Je voudrais poser une question à Marc-André. Yeah, go ahead. Yes, oui. Je voudrais poser une question à Marc-André. Est-ce que la politique d'une Chine du Canada est la même chose comme la politique d'une Chine des États-Unis? Et sinon, quelles sont les différences principales? Et en particulier, je voudrais savoir si le Canada a la même position que la souveraineté de Taïwan est indéterminée. Merci. C'est une excellente question parce que je pense que jusqu'à récemment, moi que je me trompe, il n'y a aucune loi formelle qui encadrait la relation que le Canada avait avec Taïwan, une loi comparable au Taiwan Relations Act que les États-Unis ont. Donc, c'était très gris. Un député conservateur a mis de l'avant durant le dernier mandat de Justin Trudeau une loi en chambre justement pour encadrer ces relations-là. C'est principalement, dans les grandes lignes, c'est la même chose que la relation que les États-Unis ont avec Taïwan. Mais dans les faits, on voit que c'est pas juste le Canada, mais j'ai l'impression que beaucoup de pays occidentaux sont très frileux pour tout ce qui s'agit de Taïwan. Le Canada est très frileux sur tout ce qui s'agit de la Chine depuis plusieurs années. Donc, personnellement, je pense qu'il y a de l'espace pour que le Canada agisse tout en respectant la politique d'une seule Chine qui s'est fixée, puis aussi la politique d'une seule Chine que Beijing voudrait que le Canada suive. C'est sûr que j'ai l'impression que des fois, la Chine, dès qu'on parle de Taïwan, même Taipei, je pense, voulait... Il y a une rumeur que Taipei et Vancouver allaient devenir des villes sœurs, qui a été une rumeur qui a été démentie aussitôt qu'il n'y a pas de fondement, mais dès que la rumeur est sortie, le consul général de la Chine à Vancouver est sorti dans les médias, lancé une campagne de relations publiques pour discréditer ce geste-là, alors que concrètement, ça n'irait nullement à l'encontre de la politique d'une seule Chine qu'une ville soit jumelée à Taipei. Donc ça, par exemple, ça, c'est de la paradiplomatie peut-être qui serait même envisageable pour le Canada de créer ce genre de lien formel, mais à un niveau subétatique pour renforcer les liens. Donc voilà un peu l'état des choses au Canada. J'espère que ça répond à votre question. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je vais prendre la question de Vincent. OK, ça fonctionne. Super. Vincent Boucher de l'UQAM. Donc, merci pour les excellentes présentations. La relève en analyse stratégique est présente, vive et forte. Donc, ça, c'est très, très rassurant. J'ai deux questions, en fait. Je vais essayer de les poser rapidement. D'abord, pour Rémi et Émile, vous semblez assez convaincus que la stratégie de dissuasion par le déni est le chemin que l'on doit suivre.
On a peu parlé du volet nucléaire d'une guerre potentielle entre Taïwan et les États-Unis, par exemple. Le professeur Paquin, ce matin, a soulevé justement cet aspect-là, mais globalement, dans les discussions, on l'a peu abordé. Est-ce qu'on peut envisager une stratégie de dissuasion par le déni qui serait efficace sans nécessairement recourir d'emblée à la menace nucléaire du côté des États-Unis, par exemple? La deuxième question, on a beaucoup parlé aussi des lignes rouges chinoises, mais quelles sont les lignes rouges américaines selon vous par rapport à ce que la Chine pourrait faire? Hier, Cléo Pascal a parlé de l'entropic warfare, qui est déjà, selon elle, bien en branle à Taïwan par des forces chinoises. La guerre de l'information et tout ça. Et si on remonte dans l'histoire des relations entre les États-Unis et Taïwan, on peut se rappeler qu'en 1958, lors de la crise au sujet des îles Kinmen, les stratèges américains militaires avaient envisagé la mise en place d'une menace nucléaire parce qu'ils estimaient que ces petites îles le long des côtes de la Chine continentale représentait quelque chose de stratégique et d'extrêmement important pour la crédibilité des engagements des États-Unis. Est-ce que, selon vous, c'est encore une ligne rouge importante pour les États-Unis en 2022 et dans l'optique d'un conflit qu'on semble anticiper là, selon les discussions? Je peux répondre à cette question? Oui. Pour répondre à ta deuxième question concernant les lignes rouges des États-Unis, je crois effectivement que si la Chine décide d'attaquer les îles de Taïwan qui sont proches de ses côtes, ou d'imposer une quarantaine, ou de prendre une prochaine étape pour réunifier Taïwan, je pense que ça déclencherait inévitablement une action américaine parce que petit à petit, la Chine avance avec sa stratégie de mesures grises et les États-Unis, s'ils ne réagissent pas, ils vont se retrouver petit à petit devant un fait accompli. Et je crois que la mise en place d'une quarantaine ou la saisie d'une île ou bombardement d'une île, d'une petite île, d'une des petites îles de Taïwan proche des côtes chinoises constituerait une ligne rouge américaine. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire en retour? C'est vrai que c'est compliqué à dire. Certains parlent d'un blocus. Ce serait un acte de guerre, donc ce serait peut-être une réaction trop forte. Mais j'imagine mal les États-Unis rester les bras croisés si jamais il y avait une action de la Chine, une saisie des îles ou une mise en place de quarantaine. Pour répondre à la première question, pour en fait clarifier ma pensée, quant à moi, la vision de la dissuasion par l'ennemi que j'ai exprimée n'avait pas de volet nucléaire, parce que je suis complètement d'accord avec le fait que l'idée qu'il y ait une guerre nucléaire doit être évitée à tout prix. Donc, moi, ce que j'ai avancé, que je suis convaincu qu'il serait nécessaire, c'est en fait faire un rééquilibrage du point de vue des capacités conventionnelles pour rendre une invasion conventionnelle de Taïwan avec un coût qui est tellement prohibitif que ça ne vaut pas la peine. Sans nécessairement entrer dans des engagements clairs nucléaires, parce que justement, des engagements clairs nucléaires, c'est là où on rentre dans une dynamique où il y a une possibilité que ça incite les dirigeants taïwanais à vouloir proclamer leur indépendance carrément. Alors, du point de vue nucléaire, je maintiendrai l'ambiguïté, mais c'est du point de vue conventionnel que je pense que la stratégie de dissuasion par le déni doit être mise de l'avant et vraiment poussée par les États occidentaux, les États-Unis et leurs alliés. Si je peux me permettre d'ajouter un commentaire, il est peu probable que les États-Unis utilisent, que la menace d'utiliser l'arme nucléaire pour défendre Taïwan soit crédible. Ça me paraît être assez peu convaincant, et donc je rejoins Émile sur le fait qu'il est préférable d'augmenter les armes asymétriques et conventionnelles non nucléaires, et que c'est ce qui permettra d'avoir les meilleurs résultats. Et maintenant, la dernière question, et non la moindre, celle de Jonathan Paquin. Merci, Jonathan Paquin, professeur de sciences politiques à l'Université Laval à Québec. D'abord, félicitations pour vos présentations. J'ai trouvé qu'elles étaient de haut niveau, réfléchies, pertinentes. Donc, bravo à vous quatre. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'importance de clarifier la stratégie ou plutôt de sortir de l'ambiguïté stratégique. Donc, la clarté stratégique à ce moment-ci me semble être
très, très, très importante. L'importance aussi de la dissuasion par le déni, je trouve que c'est fondamental et que c'est it's the way to go, comme on dit en anglais. Plusieurs intervenants depuis hier, d'ailleurs, ont mentionné l'importance d'aller en ce sens et je pense que c'est tout à fait juste. Je n'ai pas vraiment de questions, peut-être simplement un élément de précision par rapport à Biden et à ses soi-disant gaffes qui ont été faites récemment par rapport à son désir donc de défendre Taïwan, ce qui va à l'encontre de la loi sur les relations avec Taïwan. Et j'aimerais revenir sur ce que Maxandre disait, qui était tout à fait juste, mais je voulais simplement préciser un élément. Je pense que c'est David Sanger, d'ailleurs, le journaliste à la Sécurité nationale au New York Times, qui rappelait en fait le texte que Joe Biden a écrit en 2003 ou en 2004 à la suite de la déclaration de George Bush fils, à l'effet que les États-Unis donc défendraient Taïwan. Et dans cette tribune, le sénateur Biden disait, entre autres choses, que les mots ont un sens et qu'on doit faire très attention aux mots que l'on emploie lorsque l'on parle de cette question-là. Et donc, on se retrouve 18 ans plus tard, et donc Biden sait très bien que les mots qu'il emploie ont un sens. Il sait très bien ce qu'il dit, et ce n'est pas le décalage horaire qui l'a fait, disons, aller au-delà de la politique qui est celle des États-Unis jusqu'à maintenant. Et il y a une autre chose qui me fait dire que Biden sait très bien ce qu'il dit et qui sent que maintenant est le moment de dire les choses comme il les sent, c'est que face à la guerre en Ukraine, ce que plusieurs nationalistes chinois disent, ce que les autorités chinoises répètent aussi, en s'adressant aux Taïwanais, c'est la chose suivante. Vous voyez bien que les Américains ne se sont pas portés à la défense de l'Ukraine. Ils n'ont pas combattu aux côtés des Ukrainiens contre les Russes. Donc, les Américains ne viendraient pas à votre défense, vous, chers Taïwanais. Donc, on vous laisserait tomber. Et je pense que dans la tête de Biden, c'était important de préciser sa pensée et donc de rassurer aussi les Taïwanais, d'autant plus qu'il a le vent dans le dos, d'autant plus qu'il est galvanisé par ce qui se passe en Ukraine et aussi par le fait donc qu'il considère que les Alliés se sont mobilisés rapidement et qu'ils se mobiliseraient probablement, peut-être pas aussi rapidement, mais probablement dans le dossier taïwanais également. Donc, bref, il sait très bien ce qu'il fait. Maintenant, il faudra voir quelles seront les conséquences à plus long terme. À court terme, c'est vrai que le ministre des Affaires étrangères chinois a été très, très dur, très ferme dans ses propos en disant qu'il n'y a aucune puissance au monde, incluant celle des États-Unis, qui peut venir compétitionner contre nous dans le dossier taïwanais parce que nous allons tous vous bouffer au besoin. C'était un peu le sens de son propos, ce qui n'était pas très rassurant. Mais au-delà de ça, il n'y a pas eu de mesures concrètes qui ont été prises par l'armée populaire chinoise en réaction donc, aux propos de Biden. Bref, c'était un bref commentaire. J'ai d'habitude des questions, mais je pense qu'encore une fois, les présentations étaient tout à fait justes et donc je considérais que je n'avais pas énormément de prise sur ce que vous avez pu dire tout au long des présentations. Donc, encore une fois, bravo et merci. Merci beaucoup, Jonathan. Avec ces éloges, je pense que c'est le meilleur moment de mettre fin à cette conférence et ce panel en particulier que j'ai fort apprécié. Vraiment, à nouveau, merci beaucoup à vous quatre pour des excellentes présentations. Bonne chance aussi dans la continuation de vos mémoires respectifs et du doctorat qui s'amorce pour toi, Émile. Donc, s'il vous plaît, joignez-vous à moi pour les remercier chaleureusement. C'est là-dessus que se clôt cette conférence donc, sur la possibilité d'une guerre pour Taïwan, organisée par le réseau d'analyse stratégique. La vidéo des enregistrements qui a été faite au cours des 2 dernières journées sera disponible la semaine prochaine sur notre site Internet. Je vous invite à la consulter si vous voulez écouter ou réécouter cette conférence. Merci de votre attention en ligne et au plaisir. Au revoir.